donc avec une vidéo que je voulais faire depuis un moment pour expliquer un peu le jargon un peu des fans de catch qu'on utilise pour expliquer un peu plus dans le détail pourquoi on aime, ou voilà, analyser un peu plus. Voilà. Donc on a un jargon comme dans tous les domaines un peu de spécialité, il y a un jargon qui se crée, comme en œnologie, si t'as pas le jargon, t'es là avec ton verre de vin, tu dis ouais, il sent bon, il est bon, mais t'es bloqué. Voilà. C'est un peu pareil. Tu vois bien que le match t'a plu, mais t'arrives pas forcément à l'expliquer. Le jargon est là pour ça. C'est un jargon que moi j'utilise, donc bon, vous êtes peut-être familier avec, mais que plein d'autres mondes utilisent. Ça permettra de mettre au clair exactement ce que ça veut dire. Et puis moi je rajouterai à l'occasion du coup mes petits commentaires sur différents concepts, voilà, avec deux, trois petites choses, histoire que ça illustre aussi un peu ma vision du catch et que ça rende un peu le truc plus concret que juste comme ça des définitions en l'air. Voilà, en dessous dans la boîte d'infos je vous ai mis les définitions très très rapides, très synthétiques comme ça pour que si vous avez besoin, vous vous souvenez plus quoi, vous pouvez les retrouver très rapidement sans avoir à regarder la vidéo et le commentaire. Je vous ai mis quand même le chrono pour que vous alliez directement au cas qui vous intéresse, puisque c'est pas sûr que tous les mots vous intéressent. Bon voilà. De toute façon, j'essaie de faire rapide et à peu près intéressant, même pour les gens qui connaissent à peu près ces concepts-là. Donc voilà. J'attaque. Alors, je commence avec la hype que j'ai définie en disant que c'est l'intérêt spécial concernant un match généré par des dires, une réputation ou une publicité quelle qu'elle soit. En fait, la hype c'est pas seulement un terme qui est réservé au catch, on peut l'utiliser pour plein de trucs. C'est un mot anglophone, comme souvent, c'est souvent le cas pour le jargon du catch. Et en fait, ça peut être aussi bien la publicité faite dans le cas du catch, les fédérations pour faire mousser comme ça l'intérêt des fans pour un match donné. Par exemple, à WrestleMania, à la WWE, ils essayent de donner plus d'intérêt à un match entre deux lutteurs que s'il avait lieu à Raw, on se doute bien. Mais ça peut être aussi, donc ça peut être ce processus-là qui peut être désigné par hype, ou ça peut être quelque chose d'inhérent à un match qui est même passé, notamment par la réputation ou ce que les fans en ont dit comme ça, qui va faire que ce combat-là va être élevé un peu au rang de classique. C'est quelque chose qu'on peut avoir aussi pour la musique ou pour le cinéma. Voilà, il y a des albums dans l'histoire de la musique qui vont être considérés comme des classiques. Et si c'est intéressant de parler de la hype, c'est que souvent ça a une influence assez importante sur la manière dont les gens vont être critiques avec ces choses-là. C'est vrai que c'est pas la même chose d'écouter un album en vous disant ça c'est un classique de la musique, ou tiens ça c'est un CD que j'ai trouvé dans la rue, par exemple. Voilà, forcément. Alors qu'est-ce que ça change? En fait, ce que ça change, c'est que ça demande quand même un peu plus de confiance en soi et de confiance aussi en ce qu'on aime et de connaissance sur soi-même, ce qu'on aime dans un match ou non, pour pouvoir, quelque part, quand on n'est pas d'accord avec cette hype, le dire. Si tout le monde vous dit Bret Hart Bulldog de SummerSlam 92 c'est une tuerie, c'est un 5-star, machin, si vous regardez le match et que vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites ouais, c'est rien de spécial, vous n'allez peut-être pas oser mettre par exemple 3 ou 3 quarts, vous allez peut-être passer à 3 quarts, 4 sur 5, c'est des notes. Parce que vous allez rajouter un peu, parce que vous n'allez pas vouloir aller complètement au bout de votre idée de contradiction de la hype. Et la hype, ça influence vachement. Il y a même, pour pas mal de monde, qui regarde du catch un peu comme ça, de façon un peu casuelle, ça va déterminer énormément quels sont leurs classiques, quels sont leurs meilleurs matchs. Il y a des cas assez intéressants. Un exemple comme ça, c'est le Shawn Michaels Chris Jericho de WrestleMania 19, qui est très souvent cité parmi les meilleurs matchs de tous les temps. Alors qu'ils ont eu un match quasi équivalent en termes de move et de qualité, je dirais, intrinsèque, à Raw, je crois, le lendemain ou une semaine après, je ne sais plus exactement. Donc, qui est quasiment jamais cité. Et franchement, les matchs se valent kiff-kiff. Si vous aviez pris les mêmes moves, le même déroulement de match de celui de Raw, vous l'aviez mis à WrestleMania, c'est celui-ci qui serait plébiscité. Comme quoi, c'est pas véritablement le match qui génère la popularité, la réputation et la note qui en découle, mais l'endroit où il a eu lieu et toute la publicité qui a été faite autour et tout ça. La renommée, finalement. Et ça, voilà, je trouve que c'est dommage parce que du coup, on se trouve à plus vraiment dire ce qu'on pense nous, mais aussi un petit peu ce qu'on pense du fait de quelque chose d'autre. Enfin bref. Voilà, donc je pense que c'est un phénomène qui est parfois, et même souvent, je dirais, néfaste. Et le fait de le désigner par un mot et de comprendre ce que ce mot veut dire, c'est la meilleure manière de prendre conscience de ce phénomène néfaste et donc de ne pas tomber dans le panneau a priori. Voilà, l'intérêt aussi du jargon.
Alors maintenant, storyline. J'ai mis entre parenthèses rivalité, feud, qui veut dire rivalité en anglais, angle, bref. Tout ça, c'est des termes un peu plus précis pour désigner la même chose. Une storyline, c'est en fait toutes les histoires qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, dans lesquelles vont s'inscrire les matchs, et aussi tout ce qui est segment, c'est-à-dire, en gros, toutes les fois, on va voir les lutteurs intervenir, mais qui ne sont pas des matchs. Voilà. Bon. Donc, c'est assez clair. De toute façon, storyline, en gros, on peut traduire par histoire, un peu plus comme ça, en général, sur le long terme. À pas confondre avec, storytelling, dont je vais parler plus tard. C'est pour ça, notamment, que je voulais en parler. Donc, voilà, terme transparent, donc storyline. Presque, si on met un minimum d'anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans les autres formes de spectacle, notamment dans le sport, les journalistes vont essayer de créer comme ça des entre guillemets storyline. On peut prendre un exemple très simple, parce que c'est moins marrant tout de suite, brut de décoffrage, d'avoir un match comme ça, sans histoire autour, sans enjeu, sans truc. Donc on va essayer d'en créer même quand il n'y en a pas forcément besoin. Pour prendre un exemple comme ça rapide, dans le football, il y a eu des barrages de la Coupe du Monde 2014 il n'y a pas très longtemps. Et il y a eu un match entre la Suède et le Portugal. Et à un moment donné, si c'est juste Suède-Portugal, c'est moins drôle que si on dit que c'est l'opposition entre Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, laquelle des deux stars va surclasser l'autre et tout ça, machin. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, dans le cadre, ça peut aller beaucoup plus loin parce que les fédérations ont un contrôle sur quel match va avoir lieu, avec qui, pourquoi. Si on faisait un segment comme ci, si on faisait ceci, s'il arrivait cela, ça serait peut-être encore mieux, etc. Donc du coup, on retombe un peu sur ce que je disais sur la hype. On peut générer un intérêt sur les matchs à travers les storylines. Voilà, donc tout ça c'est relié. Donc les storylines, juste le but ici, c'est juste que vous compreniez que c'est pas quelque chose qui est intrinsèque à un match, ça concerne un peu plus un truc d'ensemble, comme ça, qui s'étale sur plusieurs semaines, mois, peut-être même années. Donc, des histoires un peu générales. Alors maintenant, storytelling, je le mets exprès juste après storyline, parce que les deux termes parfois sont confondus du fait de la présence du mot story à l'intérieur du mot. Mais ça renvoie pas du tout à la même chose. Donc storyline, c'était des choses sur le long terme. Storytelling, ça traite de quelque chose qui est propre à un match en lui-même. Voilà. En gros, j'ai mis comme définition ce que les actions ou les moves pendant un match racontent, développent ou expriment ou disent, enfin bref, plein de façons de le dire. C'est-à-dire qu'en gros, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir un match, ou beaucoup moins d'intérêt en tout cas, d'avoir un match où c'est juste des mecs qui font une exhibition comme ça de mouvement. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant quand ils arrivent à créer quelque chose d'un peu de dramatique, ou comme ça on arrive à comprendre ce qui se passe à une échelle un peu plus grande, ça crée des situations, bref. Alors ça peut être tout bête, des fois juste le fait d'avoir un gars qui est dominé et qui s'accroche en attendant que l'autre fasse une erreur pour revenir, déjà vous avez créé une forme de storytelling. Voilà. C'est pas juste un mec qui fout des moves à un autre, voilà, à un moment donné. Alors évidemment vous allez me dire, quasiment tous les matchs ont du storytelling, presque, je dis bien presque, mais le storytelling c'est vraiment quelque chose d'essentiel et donc ça vaut le coup de le développer un peu plus que des choses très simplistes comme ça. Et malheureusement là il y a beaucoup moins de matchs qui développent vraiment un storytelling plus intéressant. Alors pour être un peu aussi plus précis, grosso modo le storytelling c'est quelque chose que vous pouvez facilement identifier. Est-ce que vous êtes capable finalement de raconter un match sans décrire les moves qui sont faits dans ce match-là? À partir du moment où vous êtes capable, c'est qu'a priori il y a du storytelling. Et moi je me rends compte qu'il y a certains matchs, notamment dans les Indies US, où je serais incapable de vous dire ce qui se passe, tellement ça ressemble à une exhibition de capacité athlétique et technique. Et du coup, pour moi, même si on peut être impressionné par leur capacité athlétique et technique éventuellement, ça n'a pas d'impact sur moi, ça me fait rien, ça me fait chier limite, ça m'ennuie, parce que du coup, je trouve ça relativement plat comme ça. Donc du coup, quand on ne connaît pas évidemment tout ce qu'on peut faire avec un corps humain dans un ring, peut-être que ça peut être marrant, mais bon, assez rapidement, je trouve que ça peut être très très chiant aussi, parce que ça développe rien. Voilà, je dis dans les Indies US, évidemment il y a des exceptions, tant mieux pour eux, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles notamment j'aime pas les matchs des fédérations indépendantes américaines actuellement. Donc voilà, donc le storytelling, c'est... alors je vais prendre un exemple, tiens, histoire de quand même, un truc très répandu, très simple, mais bon, ça peut être des fois des choses très simples dans le storytelling, ou ça peut être des choses plus compliquées. Dans un tag team match classique à la WWE, où vous avez des face et des heels, donc des entre guillemets favoris de la foule et pas favoris de la foule, donc face et heel respectivement. En général, l'équipe des face à un moment donné va se faire dominer. Donc il y a un des deux lutteurs qui va se faire dominer, qui n'arrivera pas à faire le changement parce qu'il va être dominé par les deux lutteurs heel, comme ça pendant un moment.
et qui va s'accrocher, tout ça, jusqu'à ce qu'un des deux heels fasse une erreur, et que ce face-là puisse faire ce qu'on appelle le hot tag, donc le changement sur le lutteur qui est frais, qui n'est pas rentré dans le ring depuis un moment, et lui il se déchaîne, et puis hop, ils obtiennent la victoire. Voilà. C'est hyper simpliste, mais au moins, voilà, c'est une trame qui fonctionne, c'est-à-dire que le public de plus en plus va vouloir que le face fasse le changement, et puis quand le changement arrive, ça fait une espèce de moment climatique comme ça, et puis voilà. Voilà. C'est tout con, c'est un storytelling de base, mais à un moment donné, ça permet d'avoir une structure dans un match et pas juste avoir des moves les uns à la suite des autres tout bêtement. Donc voilà. Alors petite précision, storytelling c'est un mot anglophone qui est parfois utilisé aussi pour la littérature ou pour le cinéma. Donc certains fans n'aiment pas trop l'utiliser parce qu'ils se rendent compte que c'est pas vraiment le même niveau d'histoire racontée, vous voyez. Alors du coup ils utilisent d'autres termes comme layout qui veut dire en gros développement ou structure dans un match. Donc peut-être vous préférez ce mot-là quand vous parlerez en anglais. Mais voilà, je pense qu'en français ça passe tout seul de dire storytelling vu que ça renvoie à peu près qu'au catch pour nous. Alors le selling maintenant, qui est une partie intégrante du storytelling. En général quand on a un bon selling, ça crée du storytelling. Pour moi le selling c'est la chose la plus importante dans un match. Je vais vous dire ça comme ça. Pour moi c'est le ciment qui va relier et faire tenir ensemble tous les moves qui sont faits et toutes les actions qui sont faites dans un match. C'est en fait l'expression et l'impact des moves sur le long terme pendant un match. Je dis bien sur le long terme, toute proportion gardée, donc à l'intérieur d'un match, donc la douleur, les blessures provoquées par les différents moves que sont faits, que les lutteurs vont faire. J'ai mis l'acting entre parenthèses avec selling parce que l'acting finalement ça va être aussi l'expression de cette douleur là et tout ça, c'est le jeu d'acteur, le langage du corps. Par exemple un mec qui boite, il utilise son acting pour montrer comment il boite, il va plus ou moins boiter de façon on va dire convaincante, on va dire ça comme ça, pour exprimer le fait qu'il a une blessure à la jambe, voilà, tout bêtement. Donc l'acting ça va être comment il boite, et le selling ça va être le fait de boiter pendant plus ou moins longtemps et de façon cohérente, parce que parfois tu vas avoir un mec qui boite, genre il peut même plus marcher, puis 2 secondes plus tard il va sauter, il va courir, tout ça. Donc, là par exemple le selling est pourri, après peut-être qu'il aura un bon acting pour les quelques moments où il boite, mais bon, voilà, donc, la petite différence qu'on peut faire entre les deux. Donc le selling ça s'inscrit sur le long terme du match, en général ça va être plusieurs minutes après que le move soit effectué, voire jusqu'à la fin du match, après que le move soit effectué. Et c'est vraiment capital, parce que sans ça, automatiquement, un petit peu comme ce que je disais là juste avant, ça va vite ressembler à une exhibition de move, où voilà, regarde ce que je peux te faire et tout ça. Mais si on a l'impression qu'ils n'ont aucun résultat, aucun impact, vite fait tu vas être là, ok, c'est bien joli ton truc, mais bon, à un moment donné, si je veux voir des pirouettes, autant regarder du patinage artistique ou de la gymnastique, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante dans un match de catch, d'avoir un selling au moins convaincant, voire plus meilleur il est, en général plus ça améliore le match. Alors parfois il y en a certains qui vont vouloir avoir tellement un bon selling que ça va rendre le match un peu chiant. Je préfère qu'un match soit un petit peu mou, un petit peu chiant, où il ne se passe pas grand chose, mais que le selling soit très fort, qu'un match où les mecs veulent vous en mettre plein la vue au niveau de leur capacité athlétique et technique, comme je disais tout à l'heure, mais par contre il n'y a aucun selling. On ne sait pas du tout quel dégâts peuvent faire quel move, parce que du coup il se passe tellement de trucs que tu es waouh. Voilà. J'en reparlerai tout à l'heure avec un autre terme de ce phénomène-là. Alors, la psychologie maintenant, ça peut être un peu plus compliqué parce que je m'en suis rendu compte à travers ce que j'ai pu lire ou entendre, qu'il y a un peu deux façons d'employer ce terme-là. Donc, je vais surtout développer ma manière de l'utiliser, mais juste pour que vous sachiez, certaines personnes vont parler de psychologie lorsque les lutteurs vont faire des choix dans le match, tout ça, en fonction de ce que les spectateurs vont se dire ou comment ils vont réagir d'un point de vue psychologique, si vous voulez. Voilà. Sachez qu'il y a des gens qui utilisent ça comme ça, mais pas moi, donc on oublie. Pour moi, la psychologie, c'est la mise en avant à travers les actions et le jeu d'acteur et tout ça pendant un match, de la pensée, de ce que les lutteurs se disent pendant le match, de leur réaction, éventuellement, pour donner des exemples un peu plus précis, de la manière dont ils vont montrer qu'ils ont une tactique, qu'ils ont des intentions précises, peut-être on ne sait pas encore exactement ce que c'est, enfin bref. Éventuellement, et puis tout ce qui est aussi de l'ordre d'essayer de provoquer l'adversaire, de le frustrer, de le faire douter, bref. Donc dès que par exemple si vous avez un combat qui commence, au lieu de se serrer la main, il y en a un qui met une claque à l'autre va s'énerver, et puis on se rend compte que celui qui a mis une claque, il voulait que l'autre s'énerve pour qu'il fasse une erreur, vous voyez. Là on rentre dans un truc un peu psychologique. Donc le catch japonais c'est en effet un peu une spécialité, enfin disons que c'est pas toujours réussi, mais c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. C'est souvent la psychologie a une place assez importante, alors que c'est pas rare que dans le catch US il n'y ait presque pas de psychologie, ou pas spécialement on va dire.
Et puis dans les lutteurs américains, enfin pour le coup il est canadien, je pourrais citer Bret Hart qui n'était pas pour moi le meilleur d'un point de vue selling ou technique ou quoi. Je pense que c'est vraiment sur le côté psychologique qu'il était bon. On donnait toujours l'impression d'avoir préparé son match, d'avoir une stratégie, de savoir ce qu'il fait, d'avoir des idées comme ça. Parfois il fait semblant d'avoir une blessure pour pouvoir prendre l'autre par surprise, trucs comme ça. Et je trouve que ça a apporté une vibration un peu plus sport, qui était assez unique à la WWE. C'est d'où la principale raison pour laquelle Bret Hart, à mon avis, sortait du lot. Mais voilà, ça peut apporter pas mal de choses. Après, il y a des choses encore plus développées de fou, mais bon, bref, je me cantonne à cette définition, et puis voilà, je pense que c'est assez clair. Alors, le booking, c'est pas très compliqué, ça désigne tout ce qui est décidé par avance par ce qu'on appelle des agents backstage ou des bookers concernant un match. Donc ça peut aller des choses aussi fondamentales que qui va gagner, comment il va gagner, la durée du match, ce genre de choses, que de trucs qui ne peuvent pas être le résultat d'une décision spontanée ou d'une improvisation des lutteurs pendant le match, même s'il y a une part importante d'improvisation dans le catch, comme le fait qu'il y ait un arbitre KO, le fait qu'il y ait un autre lutteur qui vienne faire une intervention, est-ce qu'on va utiliser des objets illicites, est-ce qu'on va casser une table, vous voyez, tous ces trucs-là qui ne peuvent pas être décidés pendant le match, mais qui doivent être préparés avant. Puis après, selon les époques, les fédérations ou les lutteurs engagés, si on leur fait confiance ou non, ça peut aller même encore plus dans le détail. Parfois, tout ce qui est fait dans un match peut être préparé dans le booking. Donc, on ne sait jamais forcément exactement à quel point le booking a une importance par rapport à la décision des lutteurs. Donc c'est pas toujours évident, mais avec l'habitude, on s'aperçoit un petit peu si c'était prévu d'avance ou non. Il y a quand même toujours un moment où ça se voit forcément un peu. Donc pour certains lutteurs, on va leur donner toutes les indications comme tu vas dominer tant de pourcents du match, par exemple pendant 3 minutes tu vas faire ceci, tout cela, etc. etc. Voilà. Évidemment, l'arbitre est au courant du booking d'une manière générale aussi. Alors, pour citer un match où je pense que le booking est écrit sur 100% du match, juste histoire de, on peut citer le Vince McMahon, Shane McMahon de WrestleMania 17, où on a deux gens qui ne sont pas des lutteurs à proprement parler. Et a priori, quand on regarde le match, on se dit que tout ce qui est fait dans le match est écrit. Ils ont juste à exécuter ce qu'ils avaient prévu en backstage. Donc voilà. Après, je pense que dans les fédérations, notamment des Indies US et du Japon, la part du booking est un peu moins forte que par exemple à la WWE où il y a un booking plus important. On peut signaler aussi que dans les matchs plus importants, notamment en pay-per-view, il va y avoir peut-être un peu plus de recours au booking pour être sûr que ce soit quelque chose de bien, entre guillemets sûr, parce que bon, évidemment, ça ne garantit pas tout. Et puis aussi en fonction de la confiance qu'on peut faire aux lutteurs. Voilà, quand il y a des lutteurs qui sont populaires, mettons, mais en qui on n'a pas forcément confiance, mais on va mettre beaucoup d'éléments de booking pour que ça, au moins que ça rende le match spécial par là, au cas où les lutteurs ne feraient pas quelque chose de spécial en eux-mêmes. Bon, à noter que lorsqu'un lutteur commence à être un peu plus important et respecter tout ça, il peut donner son opinion, donner des idées pour le booking avec l'agent en backstage, tout ça, donc bref. Il est pas rare aussi qu'il y ait des agents en backstage qui soient en même temps lutteurs, ça a été le cas de Finlay notamment il n'y a pas très longtemps, qui est agent en backstage à WWE qui a lutté, voilà. Donc évidemment, bon, il y a des cas de figure comme ça. Alors maintenant, l'overbooking, c'est une extension, j'ai fait exprès de le mettre après booking. Ça désigne donc un type de booking, on va dire, et quand on a le préfixe over sur un mot anglais, en général, ça veut dire qu'il y a une accumulation, donc là en l'occurrence de booking, jusqu'à un excès. Il y a une idée d'excès aussi derrière. Voilà. Alors, l'overbooking en catch, en général, ce sont ces matchs où on a un booking qui est extrêmement touffu, voire compliqué. Pas forcément à l'excès, mais c'est pas forcément négatif. Après, ça peut fonctionner. Mais voilà, ça va être un match où on va avoir un arbitre KO, puis un mec qui rentre, et puis il va utiliser une chaise, et puis après un autre va. Enfin, oui, on peut imaginer plein de trucs. Je suis sûr que vous avez déjà des exemples en tête de matchs où il y a un overbooking. Voilà. Après, comme je disais, ça peut être positif comme négatif. En général, c'est quand même plutôt mauvais signe. Souvent, on fout un overbooking quand on n'a pas trop confiance en son affaire et on se dit là, si on veut que le match sorte du lot et soit mémorable, il va falloir qu'on écrive un maximum de trucs. Alors, par exemple, la TNA a souvent recours à ça pour ses matchs de pay-per-view, notamment les main events, et c'est pas toujours réussi. Mais parfois, ça peut fonctionner. On peut penser au match entre John Cena et CM Punk
de Money de Bank 2011, qui est donc un match qui a priori a plu à beaucoup de monde, et qui à la fin avait tout un truc d'overbooking avec un arbitre KO, Vince qui intervient, machin, enfin bref, si vous vous souvenez. Après voilà, ça peut aller plus ou moins loin, mais quand je vais dire overbooking, ça va renvoyer à ce recours très important à des choses préécrites. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, pour continuer dans les mots qui ont préfixe over, donc qui vont renvoyer à une accumulation à l'excès de quelque chose, ici l'overkill. Alors, c'est pas un mot qui est aussi utilisé et répandu que les autres, moi je l'utilise souvent pour désigner un défaut dans les matchs. Alors, ça ne concerne pas seulement le catch, on peut l'utiliser à la limite dans d'autres trucs. En anglais, l'overkill, ça veut dire le recours à beaucoup plus que nécessaire pour arriver à ses fins. Donc, pour prendre un exemple, par exemple, dans un jeu vidéo, vous avez un adversaire qui est presque mort, et vous lui mettez une race, un truc de bourrin pour le finir. Voilà. Donc, c'est l'idée de le surtuer, quoi. Bon. Alors, dans le catch, ce qui se passe, en général, c'est le côté surenchère. Moi, j'aime bien prendre aussi, on pourrait presque appeler ça le phénomène Dragon Ball Z dans l'idée. C'est-à-dire qu'au début, dans Dragon Ball Z, ils se mettaient juste des coups, points, coups de pied, trucs comme ça. Après, ils se sont mis à faire des boules de feu, à voler, tout ça. Et à la fin, il fallait détruire la planète pour le finir, le mec. Enfin, voilà. C'est un peu pareil dans le catch. On a l'impression qu'au bout d'un moment, au début, voilà, c'était pas non plus un truc de fou de mettre quelqu'un KO pour un compte de 3. Maintenant, il faut foutre des powerbombs de la troisième corde et une accumulation de finishers et trucs pour réussir à arriver les épaules d'un gars 3 secondes, quoi. Donc c'est complètement démesurer ce qu'il faut faire pour réussir à mettre un mec stun pour ça, quoi. Voilà. Et souvent c'est un côté, les mecs trouvent pas mieux à vous proposer pour vous faire embarquer que de vous faire croire à des fausses fins, et pour pas que ça soit vraiment la fin, parce qu'à un moment donné ça les intéresse pas de finir le truc, et ben ils font des kick-out où ils font croire qu'ils sont complètement stun, alors enfin sonnés ou KO, alors qu'en fait non, et puis en fait si, et puis en fait non, puis voilà, à un moment donné c'est trop. Alors qu'on peut faire des fausses fins sans avoir recours à ce côté overkill, sans avoir le recours à surtuer le mec avec des excès, des accumulations, des espèces de surenchères de coups de boutoir, vous voyez ce que je veux dire. Donc, personnellement, c'est un défaut que moi qui me casse les couilles royal. Apparemment, il y a des gens pour qui ça n'a pas l'air de les gêner plus que ça. Ça s'est pas mal développé dans les indies US depuis la fin des années 2000, je dirais 2007-2008, et dans le Puro depuis le milieu des années 90. Donc voilà. C'est quelque chose qui, si vous voulez accumuler comme ça des très gros moves et tout ça, ça demande une capacité de selling exceptionnelle. Et voilà, en général, ça ruine plus le selling que ça n'aide le match. Donc c'est un gros défaut, je pense. Alors, pour continuer dans les mots avec le préfixe over, l'overselling, overacting, puisqu'on a vu tout à l'heure que le selling et l'acting vont un peu ensemble, je répète, juste acting c'est sur le très court terme, selling sur le un peu plus long terme dans le match. Et ben, le fait donc là d'en faire trop par rapport à ce qui est nécessaire, souvent c'est ce que font les lutteurs quand ils veulent être vraiment sûrs que tu comprennes qu'ils sont blessés à la jambe ou qu'ils sont KO ou qu'ils ont mal, mais ils t'en font des méga caisses jusqu'à un point où ça peut devenir très ridicule. Alors, le meilleur exemple que je vous donnais d'overselling, overacting, c'est le joueur de foot qui se roule par terre dans un match, qui simule. Genre il a repris un petit coup de coude dans le dos et le mec, on a l'impression qu'il a perdu sa colonne vertébrale, il est là, voilà. Bon, overselling. Le mec, a priori, s'il est à ce point-là en sucre, c'est pas la peine qu'il fasse du sport, il peut rentrer chez lui. Voilà. Bon. Dans un match de catch, vous pouvez avoir un peu la même chose. C'est-à-dire le mec qui donne l'impression qu'il y a un coup, un truc, ça l'a ruiné de sa vie, quoi. Il est fini. Alors que bon, c'est un petit peu too much. Ou alors le gars, alors là ça pose souvent problème, qui donne l'impression qu'il a pris un coup dans la jambe et il peut plus du tout tenir sur ses jambes, il est fini, quoi. Il peut plus marcher, ça y est. Le problème de ça, c'est que ça va être extrêmement difficile de nous faire accepter ça si 2 minutes plus tard tu fais un dropkick ou tu cours ou tu montes sur la troisième corde, quoi. Si tu pars là-dedans, tu te mets vraiment dans quelque chose de très compliqué. Alors après, si tu arrives à le tenir, tant mieux, ça peut être vraiment excellent. Et on ne dira pas que c'est de l'overselling. Sauf s'il l'a fait sur un petit kick dans la jambe et il fait style qu'il a la jambe cassée. Mais voilà. Mais voilà, souvent c'est le fait d'en faire beaucoup trop par rapport à ce qui est fait et par rapport aussi peut-être quelque part à ce qui va être fait après. C'est-à-dire un truc un peu de poisson rouge. C'est-à-dire le mec genre il pense que là il va te faire style qu'il peut plus marcher, 3 minutes plus tard il va courir. Genre bah c'est bon, il a oublié, il s'en fout le spectateur. Non, on s'en fout pas. Alors, si tu nous fais croire que t'as plus de jambes, à un moment donné, faut pas 3 minutes plus tard nous faire style que tu peux courir, quoi. Donc c'est ça le problème. Bon. Moi j'aime pas non plus l'overacting qu'on peut voir dans un film aussi, un acteur qui surjoue une réaction, la tristesse et trucs. Voilà, souvent c'est très mauvais et ça peut rendre vraiment le catch très très ridicule.
Un bon exemple que je peux vous donner de ça, c'est Shawn Michaels quand il est arbitre entre Undertaker et Triple H dans le Hell in a Cell, où quand il hésite, il en fait des caisses. Enfin bon, sérieusement, à un moment donné, ok, on arrive à comprendre qu'il doute, mais là c'est peut-être un petit peu risible, quoi. C'est-à-dire, si tu montres ça à quelqu'un qui aime pas le catch, il va se foutre de sa gueule, c'est un truc de fou. Donc, voilà, tout ça. L'over acting, overselling. Ah oui, et puis je voulais parler vite fait du no-sell, qui est l'extrême opposé, je l'ai mis entre parenthèses. C'est le fait de ne pas vendre du tout les dégâts qu'un move aurait dû causer, si vous voulez. Alors il y a deux types de no-sell. Il y a le no-sell, on va dire plutôt négatif, type maladresse, c'est un lutteur qui oublie ou qui interprète mal ce qui lui est arrivé et qui fait style qu'il a rien, alors qu'il devrait pas, et ça fout un peu la merde dans le match. Ou alors le gars qui fait exprès de nous faire comprendre qu'il fait un peu fi de la douleur, qu'il ignore la douleur le temps de faire quelque chose, et puis ensuite voilà, il se tiendra la jambe après. Enfin voilà, il y a un côté un peu je serre les dents le temps de faire quelque chose, donc ça peut être cool, ou ça peut être raté d'ailleurs. Ça c'est un truc que les Japonais utilisent beaucoup. Voilà. Alors, stiffness, voilà, donc probablement vous avez déjà connu ce mot-là, je vais aller vite là-dessus. C'est, on va dire qu'un lutteur est stiff quand l'engagement physique qu'il a mis dans le coup, l'intensité avec laquelle il a mis le coup, est plus forte que la norme. Voilà, par exemple, dans tous les matchs, on va avoir des coups de poing, des coups de pied, et faut pas qu'ils fassent trop peu stiff, du coup, on va voir qu'ils se battent pas vraiment et qu'ils font semblant. Mais faut pas, et après, bon, ils peuvent être plus ou moins stiff selon comment l'autre accepte. Mettre le truc de plus en plus fort, presque jusqu'au point où faire un vrai coup. Ça arrive des fois dans le cas japonais notamment, les mecs ils se donnent des vrais coups. Un vrai coup de poing dans la gueule, où il peut être KO, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Il y a des matchs très connus où le type à la fin il est KO. Donc voilà. Même des trucs hallucinants, je pourrais vous en parler une autre fois. Donc voilà, donc la stiffness c'est le fait d'être stiff, et stiff donc ça désigne les lutteurs qui sont un peu plus agressifs, un peu plus intenses, un peu plus physiques que la norme. Pour citer quelques gars dont c'est la spécialité, bon, il y en a pas mal au Japon. Actuellement, on peut citer Kenta, Sugiura ou Shibata. Et dans deux lutteurs un peu historiques, on peut citer Vader, Stan Hansen, ou pour des gars qui ont lutté à WWE, je pense que Bob Holly, par exemple, est pas mal, ou même Brock Lesnar, a priori, a l'air assez violent. Voilà. Après, selon le gars en face aussi, ils se permettent, quoi. Je veux dire, s'ils savent que l'autre en face est un vrai dur qui va accepter de prendre des vrais coups sans problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, c'est un jeu de trouver le bon équilibre. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux être un peu trop stiff que un peu pas assez, quoi. Je pense que c'est plus sympa. Alors, maintenant, le dernier mot, finish stretch. Donc, en gros, ça désigne la partie durant la fin d'un match où on sent que les choses sont proches de se terminer. Voilà, on sent que c'est la fin. Et cette partie-là, on l'étire parce que c'est souvent une partie qui plaît pas mal aux gens. Voilà, donc d'où le stretch, le fait d'étirer, et puis finish. Donc une fin étirée, si on traduit. Mais bon, moi je dis finish stretch, tout le monde dit ça, donc bref. Voilà. Alors ça c'est ni un, enfin on peut pas dire que ce soit une qualité ou un défaut. Je vais pas faire des commentaires de fou là-dessus parce que c'est un classique du catch. Je veux dire, à un moment donné, quand on rentre dans la période où on sent que le truc va se finir, c'est là où c'est un peu le moment climatique du match. C'est le moment que les gens attendent, c'est le moment le plus spectaculaire, captivant, excitant, enfin bref. Après, faut pas l'étirer trop, ou on va rentrer peut-être éventuellement dans l'overkill, ou un peu dans... On va essouffler le spectateur éventuellement ou quoi. Donc voilà, c'est un équilibre. Alors typiquement, pour prendre un exemple, dans un tag team match, si je reprends un peu mon exemple de tout à l'heure, vous voyez avoir un lutteur qui va être dominé pendant une longue période et qui va finalement réussir à faire le tag à celui qui est resté sur le bord pendant 10-15 minutes. Souvent au moment du tag, on rentre dans le finish stretch. C'est-à-dire que là, ça commence à partir dans tous les sens, on sent que ça va être la fin parce que ça s'excite et que tout le monde est dans le ring en même temps et que ça y est, ça devient le bordel et on sent qu'il y a plusieurs lutteurs qui sont sur le point de perdre et tout ça. Après, on peut faire des faux trucs, on peut faire des feintes, on peut faire plein de choses. Voilà. Mais c'est un terme que j'utilise pour envoyer une période du match assez clairement définie comme ça, le moment où on sent que on arrive sur la fin du match et que c'est une période qui est un peu étirée. Et après, parfois, je vous dirais, le finish stretch n'était pas très réussi, le finish stretch était peut-être fait de façon artificielle, il était réussi, je sais pas, je peux dire après toutes sortes de choses. Voilà. Donc j'arrête là. Et puis, j'ai peut-être oublié des expressions, donc si jamais vous avez d'autres mots que vous avez rencontrés, que vous ne
donc vous ne connaissez pas les définitions. Bon, j'ai passé les classiques type heel, face, truc, enfin bref. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire, et puis bon, je verrai si je le fais en vidéo ou juste par commentaire écrit. Voilà, à la prochaine. Avec probablement les awards pour la saison 2013. D'abord Puro, ensuite WWE normalement. Voilà, bye.